Merci pour votre présence. Je m'appelle Mamoudou Koumé, je suis doctorant en deuxième année dans l'équipe Quantim, sous la supervision d'Anne-Déborah Bournic et de Raquel Urena. Je vais vous présenter aujourd'hui une partie des résultats de mes travaux de thèse qui consistent à prédire l'apport de la récidive du cancer en utilisant le machine learning et des données de remboursement de soins. Comme on le sait, l'espérance de vie a fortement augmenté ces dernières décennies pour la plupart des cancers. En particulier, le cancer du sein, quand même, ça reste le cancer le plus fréquent et l'une des principales causes de mortalité par cancer chez les femmes en France. Même si cela est avéré, donc il y a quand même ces patients subissent quand même une certaine ont quand même une peur vis-à-vis du cancer, notamment la peur de la récidive du cancer, qui est définie comme la peur que le cancer ou l'inquiétude que le cancer revienne ou progresse dans le même organe ou dans une autre partie du corps. Cela reste quand même un problème de santé publique majeur, puisque ces patients sont confrontés à une préoccupation majeure qui peut déboucher sur une incertitude obsessionnelle sur l'avenir, une détérioration de la qualité de vie, voire une fatigue, une anxiété et une hypervigilance des symptômes corporels. Néanmoins, il y a des interventions psychosociales qui existent dans d'autres pays qui ont montré leur efficacité pour réduire l'apport de la récidive du cancer, mais aucune mesure n'existe en France pour faire face à cela et pouvoir identifier précocement les patients susceptibles de souffrir de PRC clinique. Il y a quelques études quand même sur le sujet, donc, qui utilisent des techniques de machine learning, mais qui s'appliquent beaucoup plus sur des données démographiques, cliniques et biologiques. Notamment, il y a une étude qui utilise des modèles de machine learning pour prédire la progression et la survie de cancer du sein. Mais également, il y a d'autres études qui ont utilisé des techniques de machine learning pour identifier des patients à risque de mortalité à 180 jours, en utilisant des techniques de machine learning aussi, mais également des dossiers de santé, électroniques de santé, voire d'autres études aussi, comme celle qui étudie l'exploration de facteurs de risque, de facteurs influençant le décès précoce des patients atteints de carcinome colorectal, avec des techniques de machine learning également, mais aussi, ici, une fois de plus, ils utilisent des données de remboursement de soins comme dans notre cas. Et aussi, il y a une étude qui étudie la prédiction du risque de cardiotoxicité dans une cohorte nationale pour des patients atteints de cancer du sein. Mais ça reste aussi, ce ne sont pas des outcomes non cliniques. Voilà, en quelque sorte. Donc, on voit qu'il y a des études qui utilisent des techniques de machine learning pour prédire des outcomes non cliniques. Donc, notre étude se focalise sur l'utilisation des techniques de machine learning, mais cette fois-ci, en utilisant des données de remboursement de soins pour proposer un modèle afin de pouvoir identifier précocement les patients susceptibles de souffrir de PRC. En quoi notre étude est pertinente? Parce qu'elle permet de comprendre le lien entre la consommation de soins et la PRC, mais également de pouvoir voir si c'est applicable à d'autres types de cancer. Et comme question de recherche, donc, c'est comment l'application des techniques de machine learning peuvent contribuer à identifier précocement les patients à risque de PRC, mais également comment on peut améliorer en termes de personnalisation de soins, voire amélioration des résultats de santé. Et nous nous sommes fixés comme hypothèse pour arriver à cela, c'est de dire que la PRC est associée à une surconsommation médicale qui peut se manifester par une consommation excessive de médicaments pour lutter contre l'anxiété, mais également d'actes biologiques et médicaux qui sont surutilisés. Je vais présenter en quelque sorte les données. Donc ça provient des enquêtes VICAN. Donc VICAN, c'est une enquête qui signifie Vie après le cancer, qui est une enquête pluridisciplinaire utilisant 3 sources, la caisse d'assurance maladie, le régime indépendant et la mutualité sociale agricole, qui a été faite en France métropolitaine. Donc en 2 phases. Donc il y a une première enquête VICAN 2 qui constitue à faire l'enquête 2 ans après le diagnostic de cancer, et une seconde enquête VICAN 5. Là, cette fois-ci, c'est 5 ans après le diagnostic. Donc, ça concerne une population entre 20 et 85 ans au début de l'enquête VICAN 2. Comment les données ont été recueillies?
via des interviews téléphoniques, mais aussi des questionnaires auprès des soignants pour les données médicales et des données de consommation issues du système national d'information inter-régime d'assurance maladie. Quel type de données ont été requises? C'est des données médicales, comme je l'ai dit. C'est le stade clinique du patient, le grade, etc. Et des données patients, son état de santé, sa prise en charge, sa qualité de vie, ses ressentis, etc. Et des données de consommation de soins qui nous intéressent beaucoup plus dans cette étude, donc qui sont des consultations médicales, des délivrances de médicaments, des hospitalisations, des actes médicaux, etc. Et dans VICAN 5, il y a 4174 individus et ça concerne 12 localisations cancéreuses qui peuvent être des cancers de bon pronostic, de mauvais ou de pronostic intermédiaire. Maintenant, notre target, qui est notre cible, c'est la peau de la récidive. Comment a-t-elle été mesurée dans VICAN 5? Donc, parmi ces patients, donc, il y a une question qui a été posée. Donc, à quelle fréquence pensez-vous à la possibilité d'une récidive de la maladie, voire une récidive de la maladie? Donc, il y a des réponses sur une échelle de Likert à 5 points, allant de jamais jusqu'à plusieurs fois par jour. Mais dans notre cas, nous avons catégorisé ces réponses en deux types jamais, et toutes les autres réponses dans PRC, c'est-à-dire qu'ils ont au moins une certaine peur. Et les données issues de VICAN 5, donc pour les données sur le cancer du sein, donc nous avons 6 000 femmes, environ 6 000 femmes diagnostiquées avec un cancer du sein non métastatique. Donc, c'est-à-dire qui n'ont aucun signe de récidive et qui n'ont connu aucune progression de la maladie 5 ans après le diagnostic. Et la progression de la maladie a été définie comme apparition de métastases ou bien de nouveaux diagnostics de cancer, voire d'admission en soins palliatifs ou le recours de traitements anticancéreux. Et notamment sur ces 6 000 patients, il n'y a que 900 qui ont activement participé à l'enquête, c'est-à-dire ce sont sur ces patients qu'on a obtenu des entretiens téléphoniques, de l'information sur la PRC, c'est-à-dire de l'essai de Likert, et de données de remboursement de soins, tout ce qui est médicaments, etc. Maintenant, nous, on a récupéré tous les données de remboursement seulement à partir de la troisième année. Donc, les 2 premières années, on constitue une phase aiguë du traitement, donc c'est un peu normal que ces données soient liées à une certaine peur ou des trucs comme ça. Donc, nous nous limitons seulement à partir de la 3e année. Et sur ces 930 patients, nous avons une répartition assez déséquilibrée de 2 classes. Donc, la classe 0, qui est la classe pas peur, et la classe 1, qui est la classe pas peur. Donc, nous avons quand même une certaine déséquilibre avec un ratio 63-36. Et donc, quand on parle de VICAN 5, nous avons 4000 patients. Donc, on se retrouve à la fin avec 900 patients. Donc, ce que nous avons fait ici, c'est qu'il y a des patients qui ont participé à la fois dans VICAN 2 et dans VICAN 5. Il y a que des patients qui ont aussi participé dans VICAN 5 seulement. Donc, nous avons pris les deux cohortes, les deux échantillons, et on se retrouve à 1192 patients. Donc, parmi ces 1192, il y a des patients qui ont connu une certaine progression de la maladie. Donc, ils sont au nombre de 267. Et parmi ces 260, si on enlève les 267, on se retrouve avec 925 patients. Et ces 925, il y a 5, on connaît la peur, mais on n'a pas de données sur la consommation de soins. Ensuite, on se retrouve à 920. Et parmi les 920, il y en a qui, au-delà de 2 ans, on ne retrouve pas leurs données de consommation. Donc, ce qui nous amène à 918 patients à la fin. Donc, comme méthode de machine learning que nous avons utilisée, donc avant d'utiliser des méthodes, il faut déjà un pré-traitement. Donc, nous avons beaucoup de médicaments, nous avons beaucoup d'actes biologiques, d'actes médicaux, etc. Donc, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est de sélectionner ces données médicaux, donc en collaboration avec des experts, donc pour des considérations cliniques, bien sûr. Donc, les médicaments, nous avons utilisé tout ce qui est médicaments contre l'anxiété, tous des médicaments qui entraînent des effets analgésiques ou psychotropes, et les actes biologiques aussi en rapport qui sont pertinents pour l'étude de la PRC, voire le système sanguin, urinaire, circulatoire, respiratoire, etc. Et nous avons exclu pas mal de données médicales du moins, l'hormothérapie, parce que au-delà de 2 ans, normalement, les patients ne suivent pas le traitement contre le cancer, mais il y a quand même 70% de patients qui continuent à utiliser de l'hormonothérapie. Donc, nous avons éliminé tout ce qui est donné d'hormonothérapie, tout ce qui est vaccin, tout ce qui est facteurs qui ne sont pas en relation avec la PRC. Après cette étape, nous avons l'étape d'analyse de données et d'identification des caractéristiques. Donc, nous avons déjà fait des analyses descriptives de nos données.
de faire des tests statistiques, voire des corrélations et des clustering pour pouvoir sélectionner des variables pertinentes. Et comme les données sont déséquilibrées, donc nous avons aussi fait un suréchantillonnage afin d'avoir un équilibre entre les deux classes. Et comme modèle prédictif, nous avons utilisé des modèles, des méthodes ensemblistes, qui sont des modèles qui reposent sur les arbres de décision, les forêts aléatoires, le gradient boosting, les XGBoost, mais également nous avons utilisé d'autres modèles de classification, qui est le support vector machine, le multilayer perceptron. Mais également, nous avons fait des évaluations et des interprétations des résultats en fonction du modèle utilisé. Et en entrée, les principales étapes de la prédiction de la PRC, donc nous avons en entrée les données de consommation que vous voyez là. Donc c'est une sorte de matrice où en ligne on a les patients et en colonne on a les données de consommation. Donc là, vous voyez que sous les points noirs, donc il y a les données de consommation, sur les points blancs, absence de données de consommation. Donc en ayant cette matrice en entrée, donc, nous avons fait pas mal de choses. Donc une première chose qu'il faut faire toujours, c'est l'analyse statistique, donc les corrélations et des tests statistiques pour voir des variables qui sont pertinentes, mais également unbalanced data processing, c'est-à-dire là on va rééquilibrer nos données à travers le suréchantillonnage, mais également faire une feature sélection à travers 3 méthodes que nous avons choisies, qui est les méthodes transformer, le recursive feature elimination et le relief. Après ces 3 étapes, donc c'est l'étape de la prédiction. Donc l'objectif c'est de prédire 0, 1, c'est-à-dire 0 pour un patient qui n'a pas peur et 1 pour un patient qui a peur. Donc à travers les 5 modèles que nous avons ici. Donc ensuite, une fois cela fait, donc on va prendre chaque modèle, on va l'entraîner, on va l'évaluer et on va classifier et en utilisant des métriques de classification. Donc on va tester, voir quel modèle est meilleur en termes des métriques que nous avons, mais également de pouvoir interpréter, à savoir d'utilisation de l'importance des variables, mais également de l'explicabilité locale ou globale de chaque variable. Donc, pour ce faire, comme nous le savons, les médicaments et les actes biologiques sont codifiés suivant plusieurs niveaux. Donc, nous avons fait une première expérimentation qui consiste à considérer les derniers niveaux de classification, c'est-à-dire le niveau ultime qu'on peut classifier en médicament ou en acte biologique ou médical, c'est-à-dire 5 pour les médicaments, ce sera au niveau 5 pour les médicaments, et le niveau 5 pour les actes médicaux, et le niveau 3 pour les actes biologiques. Et pour l'expérimentation, nous allons descendre d'un degré, donc les avant-derniers niveaux de classification, là on se retrouve avec 4, 2. Quelques résultats. À noter qu'il n'y a pas que ces expérimentations qui ont été faites, mais dans cette présentation, je ne vais faire que la présentation de 2 expérimentations. La première table que vous voyez ici, c'est la table qui résume avant sélection pour des considérations cliniques et pratiques, et après sélection pour ces mêmes considérations. Donc, nous avons MEDIC qui est la table des médicaments, Bio qui est la table des biologiques, et CCAM qui est la table des actes médicaux. On se retrouve en combinant les 3 tables, 920 patients, 920 patients et 1700 codes, c'est-à-dire 1700 différents codes de classification, et pour environ 200 000 actes ou prescriptions, un ratio de 242 actes prescrits ou médicaments prescrits sur 242 par patient. Et le nombre de spécialités différentes qu'on a dans toutes les tables, on a au niveau de 52 spécialités médicales différentes. Et quand on passe à la seconde phase qui consiste à choisir les médicaments en fonction des considérations susmentionnées, donc on se retrouve avec 918 patients, 1200 codes, 153 000 prescriptions et un ratio qui baisse de 167 prescriptions par patient et un nombre de spécialités aussi qui passe à 44 du moins. Et sur cette graphique de droite, nous avons la représentation de l'âge, de la quantité de médicaments, de la quantité d'actes biologiques de CCAM, et le nombre de diagnostics et le nombre d'hospitalisations entre les différents groupes. Le groupe non FCR qui est le groupe 0 et le groupe FCR qui est le groupe 1. Donc nous voyons globalement qu'il y a une consommation assez
des valeurs un peu plus aberrantes dans le groupe FCR, dans le groupe 1, mais de façon significative, c'est seulement l'âge, la quantité bio et le CCAM qui sont significatifs, et le reste, même s'il y a une différence assez notée, donc, mais ne sont pas significatifs. Et lorsqu'on a ces tables de consommation, donc médic, bio et CCAM, donc ce qu'on va faire, on va avoir une relation entre les patients, comme la matrice que je vous ai montrée. Donc on va avoir une relation entre les patients et les tables. Donc ce qu'on aura ici, donc c'est pour chaque patient, donc on a l'ensemble des données de consommation médicale, d'actes biologiques et d'actes CCAM. Donc, et là, ce serait est-ce qu'il a consommé ou pas. Donc s'il y a rien, ce sera en 0. S'il y a quelque chose, donc ce sera la valeur consommée. Et donc, avec les deux expérimentations, donc, on se retrouve avec deux matrices. Donc, les matrices, donc, quand on passe de l'expérimentation 1 à l'expérimentation 2, nous voyons que quand même, on augmente les points noirs. Donc, c'est ce qui veut dire qu'on réduit la sparsité des variables. Et là, pour les deux matrices qui sont ici, donc c'est en quelque sorte pour faire le clustering. Donc, on voit quand même, quand on passe aussi de l'expérimentation 1 à l'expérimentation 2, on voit qu'il y a beaucoup plus de variables corrélées qu'en expérimentation 1. Donc, ce qui caractérise que notre jeu de données est limité, riche en variables, sparse, mais aussi déséquilibré. Et pour les résultats des métriques, donc nous avons globalement de résultats qui sont satisfaisants, avec l'expérience 2 notamment, puisqu'on a moins de sparsité et un peu plus de données qui sont viables. Mais le gradient boosting se démarque comme étant le meilleur modèle dans notre cas. On voit qu'il y a une différence selon qu'on fasse un suréchantillonnage avec Smoot ou Adacine, donc ça va impacter les modèles. Et là, la figure de droite, donc nous avons fait plusieurs courbes donc pour voir est-ce que ça est stable dans le temps. Donc on voit quand même qu'on peut arriver jusqu'à 0,65. Bon, là, normalement, c'est 0,66 ou 0,65 en moyenne quand même. Et pour expliquer, donc, nous pouvons avoir une explication globale ou locale. Donc, à gauche, vous avez une explication globale. Donc, nous avons par exemple des variables qui comme pour les problèmes d'acidité, l'échographie ou la radiographie ou la colonne vertébrale, qui ont des valeurs élevées, donc qui impactent positivement le modèle. Et la figure de droite, nous avons l'explication locale, donc c'est-à-dire de façon beaucoup plus détaillée comment chaque variable impacte les résultats du modèle. Donc, également, même chose, problème d'acidité ou échographie, on a des impacts locaux qui sont positifs parce que là, vous voyez, en rouge, ce sont des variables qui prennent des valeurs élevées et en bleu, c'est des variables qui prennent des valeurs faibles. On peut faire la même analyse pour l'ensemble des variables. Et aussi, on peut faire l'analyse au niveau individuel. Là, on a pour deux patients, un patient qui a une classe 0 et un patient qui a une classe 1. Du coup, on peut savoir pour chaque patient comment les variables influent sur la prédiction du modèle. Donc, pour le patient 0, par exemple, qui a une classe 0, on voit que quantité bio et vitamine D, par exemple, sont mises en évidence en bleu, donc ce qui amène à conduire à une classification correcte. Du patient B, qui a une classe 1, on voit que alcanoïdes ou dérivés de l'acide peuvent aussi avoir une persistance peuvent amener à une persistance de la PRC pour ce patient et contribuer ainsi à sa classification. En conclusion, nous pouvons dire que notre ensemble de données est unique parce que on n'a pas vu d'études qui ont utilisé les mêmes types de données pour prédire un outcome clinique. Mais également, on voit à travers les box plots que j'ai présentés que les individus du groupe pour de la récidive présentent quand même un nombre significativement élevé en actes biologiques, actes médicaux par rapport à ceux du groupe non pour de la récidive. Et également, il y a des résultats prometteurs en termes de métriques que nous avons montrés tout à l'heure. Il y a également pas mal d'implications cliniques. Donc, nous voyons quand même que c'est un modèle qui offre une approche non invasive et économique pour prédire la PRC et qui a un réel besoin de conseils de professionnels, notamment pour différencier les effets secondaires de la thérapie endocrinienne et les symptômes à long terme de ceux indiquant une rechute. Mais également, nous pouvons faire la même analyse que les médicaments liés à l'acidité
et les benzodiazépines peuvent aussi être associés à l'anxiété et la consommation devrait alerter sur la détresse psychologique. Nous avons pas mal de limites quand même. Donc, déjà, la première limite, c'est la mesure de la PRC. Nous, notre mesure est basée sur une seule échelle, sur une échelle à un seul item, alors que ce serait beaucoup plus intéressant si c'est une échelle à multi-items. Donc, il n'y a pas vraiment de consensus clair sur la meilleure façon de mesurer la PRC. Mais notre manière de la caractériser, quand même, c'est pas mal. Donc, aussi, une autre limite, c'est les modèles de machine learning conventionnels que nous avons utilisés. Donc, il y a pas mal de contraintes par rapport à ça. Donc, il y a la contrainte sur la taille et le type de données, mais également non prise en compte du temps. Donc, ce que nous allons faire, ce que nous sommes en train de faire et que nous allons poursuivre, c'est de faire une analyse en utilisant d'autres données, c'est-à-dire des données de consommation de soins pour des patients pour lesquels nous ne connaissons pas la PRC, à travers un apprentissage semi-supervisé, mais également d'intégrer le temps dans l'analyse en utilisant des modèles de réseau de neurones pour capturer la dynamique des trajectoires des soins de santé, mais également d'avoir des modèles prédictifs plus nuancés, capables de saisir les changements dans les profils et également de voir comment avoir une autre manière de regrouper les consommations de soins, comme je vous l'ai montré ici. Donc ça, c'est un plan personnalisé de surveillance après le cancer. Donc, nous avons les dates de consommation et les différents examens prescrits. Donc, le but, c'est de pouvoir exploiter cela et de changer de niveau pour regrouper les médicaments. Donc, je vous remercie pour votre attention.